Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le dimanche 19 octobre 2025, épisode 459, et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui divise autant qu'il fascine. L'usage des grands modèles de langage dans la Cyber Threat Intelligence. Depuis maintenant 2 ans, l'arrivée de ChatGPT, Claude, Gemini et consorts a bouleversé notre rapport à l'information. Dans les équipes CTI et au sein des équipes de réponse à incidents, que ce soit un CERT, un CSIRT ou un SOC, la question ne se pose plus vraiment à savoir si ces technologies vont arriver, mais comment les intégrer de manière pertinente, sécurisée et surtout utile. Parce que oui, extraire automatiquement des IOC depuis un PDF de 50 pages, ça fait rêver, mais entre le fantasme de l'automatisation totale et la réalité opérationnelle, il y a un fossé qu'il nous faut espérer avec beaucoup de rigueur. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de décortiquer ces questions sous tous les angles. Nous verrons comment les LLM peuvent accélérer la veille tactique, quels que soient les risques réels d'hallucination et d'intoxication informationnelle. Et surtout, nous allons explorer des cas pratiques d'intégration dans certains environnements de production, avec des outils comme Longchain, LLMA Index ou OpenCTI. L'objectif n'est pas de vendre du rêve, ni de noircir le tableau, c'est pas la cam de Radio CSERT. Il s'agit de vous donner une vision claire, technique et neutre pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées et si vous êtes amené à intégrer ces technologies dans votre propre CERT ou SOC. Installez-vous confortablement, ça démarre. Alors pour comprendre pourquoi les LLM émergent dans le domaine de la CTI, il faut d'abord poser le décor. Les analystes de Threat Intelligence font face aujourd'hui à une inflation massive de données. C'est du délire. Chaque jour, ce sont des dizaines de rapports qui sont publiés, des bulletins de sécurité d'éditeurs, des analyses d'APT par des sociétés comme Mendiant ou CrowdStrike, des rapports du CERT-FR, de la NSSI, du blog technique, de chercheurs indépendants, des fils Twitter avec des IOC partagés à la volée et j'en passe. Et le problème, c'est pas le manque de l'info, c'est plutôt l'inverse, c'est cette surcharge d'informations. Un analyste CTI passe en moyenne entre 30 et 40% de son temps à lire, trier, extraire des indicateurs depuis des sources non structurées. Et par non structuré, j'entends des PDF scannés, des articles de blog avec du texte en prose, des threads sur des forums de sécurité, bref, tout ce qui n'est pas déjà formaté en STIX, en MISP ou autres standards d'échange CTI, du JSON, etc. C'est une vraie sinécure et ça prend une charge vraiment importante dans les équipes. Et cette extraction manuelle, elle est chronophage, elle est surtout répétitive. Les premières fois, quand j'ai commencé à faire de la CTI, je trouvais ça super excitant de récupérer les IOC, etc. Mais quand vous faites ça tous les jours, pendant des années, c'est un moment de pénibilité qui est hyper important. Mais elle est sujette surtout à l'erreur humaine. Combien de fois on a vu dans des IOC le 8.8.8 de Google arriver en tant qu'IOC? Et un analyste, c'est un être humain, il peut être fatigué, il peut rater un IOC critique, perdu au milieu d'un paragraphe technique, ou au contraire, il peut relever un faux positif et polluer la base de données. Dans les deux cas, la qualité du renseignement recherché, elle en pâtit. C'est dans ce contexte que les LLM arrivent comme une promesse, celle d'automatiser ce travail de lecture et d'extraction tout en conservant une certaine compréhension sémantique du contenu. Contrairement au regex ou au parseur classique, un LLM peut théoriquement comprendre le contexte, faire la différence entre une IP évoquée comme un exemple et une IP réellement compromise, et même relier des informations dispersées dans plusieurs paragraphes. Alors il y a une question qui devient vraiment majeure. Est-ce que cette promesse tient la route en conditions réelles? Alors je vais commencer par un cas d'usage le plus évident, c'est l'extraction d'IOC, des indicateurs de compromission. Et il y a plusieurs équipes de réponse à incidents, notamment dans le secteur bancaire et énergétique, qui ont mené des expérimentations publiques au cours des derniers mois. L'idée était simple. Donner à un LLM un rapport technique, par exemple un bulletin du CERT-FR ou une analyse d'incident de chez Mendiant, et lui demander d'en extraire tous les IOC présents. Donc l'exercice, il est simple, il est basique, on se dit ok, il va lire le document, il me sort les IOC. Les premiers résultats sont hyper encourageants sur certains aspects. Avec des modèles comme GPT-4, Claude Sonnet ou même des versions open source comme LLMA 3 ou Mistral Large, il est possible d'extraire automatiquement des adresses IP, des hashes SHA-256 par exemple, des noms de domaine, des URL malveillantes et même des chemins de fichiers ou des clés de registre Windows. Le tout, et c'est ça qui est vraiment top, c'est en quelques secondes. Là où un analyste aurait pu mettre entre 15 à 20 minutes par document.
Mais ces frameworks, comme LangChain ou LLama Index, permettent de structurer cette extraction en pipeline. Vous pouvez par exemple charger un PDF via un loader OCR, le découper en chunks sémantiques, passer sur chaque chunk à un LLM avec une instruction précise du type j'extrais tous les IOC présents dans ce texte, retourne-le au format JSON, puis agréger les résultats. Ça marche comme prompt. C'est un peu basique, mais ça fonctionne. Certains vont même aller plus loin en utilisant des techniques de Retrieval Augmented Generation, ou ce qu'on appelle des RAG. C'est quand vous entendez des gens parler d'IA qui vous disent « Ouais, j'ai fait un RAG », c'est juste ça. C'est du Retrieval Augmented Generation. Ça fait juste bien dans une soirée, quoi. Et pour croiser tous les IOC extraits avec des bases de renseignements existantes et enrichir automatiquement les métadonnées. On a des bons résultats au départ. Mais attention, c'est là que ça devient intéressant. On a des bons résultats parce que ça va vite. On est basé sur la vitesse. On a extrait toutes les informations. Mais la principale difficulté pour l'analyste, ça va être la fiabilité. Les LLM, aussi performants soient-ils, ne sont vraiment pas infaillibles. Vous le savez tous, quand on a utilisé un petit peu les IA, ils peuvent, alors ce qu'on appelle les hallucinations, c'est-à-dire inventer des informations qui ne figurent pas dans le document source. Alors sous GPT-5, on le voit un peu moins, mais il y en a encore. Sur Gemini, on le voit. Sur Claude, un peu moins aussi. Ça s'améliore. On va dire qu'en 2 ans, les progrès sont assez fulgurants. Mais concrètement, vous pouvez obtenir un hash SHA-256 qui ressemble à un vrai hash. C'est-à-dire que vous voyez un chat, et vous dites « Ok, c'est bon, c'est le bon SHA-256, avec la bonne longueur, le bon format, mais qui n'existe tout simplement pas dans le rapport original. » Ce qui va vous imposer de vérifier. Et c'est ça qui va faire la différence entre un CERT mature, d'un CERT qui dit « Moi, je veux aller vite, je veux produire tous les jours des documents, faire voir que je produis du job, mais le job, il n'est pas au bon niveau. C'est pas de la bonne cam. » Et pire, un hash légèrement modifié avec 1 ou 2 caractères changés, et ce qui va le rendre complètement inutilisable sur le plan opérationnel. Il n'y aura pas de détection. Ce phénomène, il n'est pas marginal. Lors des tests menés par un CERT européen, on a observé un taux d'hallucination variant entre 3 à 8% selon les modèles et les types de documents. Alors vous allez me dire 3 à 8%, c'est très peu par rapport au temps qu'il nous faudrait pour le faire, mais 3 à 8% quand vous êtes sur, par exemple, des vulnérabilités sur des équipements qui sont en bordure, des accès VPN, des passerelles de VPN, des routeurs, etc. Ouais, c'est un risque qui est quand même assez élevé. Et quand je reviens sur ces fameux 3% qui peuvent paraître faibles, mais quand vous allez traiter des centaines d'IOC par jour, ça représente plusieurs faux positifs quotidiens qui peuvent non seulement encombrer vos plateformes de réponse à incidents, mais qui vont générer des alertes inutiles dans vos outils de détection auprès des équipes. Ça veut dire que quand quelque chose détonne avec des faux positifs tous les jours, à la fin, vous le désactivez parce que ça vous ennuie. Et c'est pour cette raison que les équipes avancées parlent aujourd'hui de LLM assisté plutôt que de LLM autonome. Le modèle va faire le gros du travail d'extraction, mais l'analyste humain, c'est-à-dire vous allez valider les résultats avant injection dans les systèmes de production. Et c'est ce qu'on appelle le paradigme Human in the Loop, mais on y reviendra un peu plus tard. Mais les LLM ne servent pas qu'à extraire des IOC. Leur véritable valeur ajoutée réside dans leur capacité à comprendre du contexte, à faire du lien et à enrichir l'information. C'est ce qu'on appelle la corrélation augmentée ou la contextualisation CTI. Prenons un exemple concret. Vous récupérez une adresse IP dans un rapport d'incident. Ça, c'est du basique. Même sur Radio Sensor, je vous en donne régulièrement. Avec un parseur classique, on va vous donner cette IP, point. Voilà, vous avez l'IP. Le LLM, lui, peut vous dire, cette adresse IP, elle va être associée au groupe APT29, par exemple. Elle est observée dans des campagnes de phishing ciblant des institutions gouvernementales européennes entre janvier et mars 2024, donc elle vous donne du contexte. Et elle est liée à l'infrastructure décrite dans le rapport de Microsoft sur Nobelium. Tout ça sur une seule requête. C'est là la vraie puissance. Maintenant, il y a quelque chose où je serais beaucoup plus prudent, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est que le LLM peut faire des inférences sur les TTP, les tactiques et techniques et procédures, en s'appuyant sur le framework MITRE-ATT&CK. Si un rapport décrit une méthode d'exfiltration via du DNS tunneling, le modèle peut automatiquement relier cette activité à la technique T1071.004 et proposer des règles de détection associées. C'est vraiment un gain de temps considérable pour l'analyste qui n'a plus besoin de fouiller manuellement dans les matrices attaques et de croiser plusieurs sources pour établir des connexions. Et dans des plateformes comme OpenCTI, plusieurs équipes expérimentent actuellement des connecteurs basés sur GPT-4, GPT-5 et Claude 3 et 4. Ce sont des connecteurs qui ingèrent des rapports bruts, vont les analyser sémantiquement, vont alimenter directement les entités de la base de connaissances. Il y aura des observables, des indicateurs, des campagnes, des acteurs de la menace, des relations.
Le tout avec des métadonnées enrichies et des niveaux de confiance associés. Alors l'intérêt opérationnel, il est clair. Vous allez uniformiser vos métadonnées, vous allez accélérer votre phase de triage et surtout vous allez détecter des relations faibles, c'est ces fameux signaux faibles dans la CTI, c'est-à-dire que toutes les connexions entre incidents qui auraient pu passer inaperçus avec une analyse manuelle classique, vous ne pouvez pas tout lire. En tant qu'être humain, vous êtes limité. Et par exemple, un domaine partagé entre deux campagnes distantes de 6 mois mais exploitant des variantes du même malware, ce genre de signal faible, c'est ce qu'un ALM peut remonter parce qu'il traite l'intégralité du corpus de manière exhaustive. Mais là encore, attention, toutes ces connexions doivent être validées par un être humain. Je suis désolé pour les RH qui nous écoutent, vous n'allez pas virer vos équipes d'analystes avec l'intelligence artificielle. Du moins pas encore. Un LLM, ça va vous permettre d'établir des liens sur la base de similarités lexicales ou sémantiques qui n'ont pas forcément de pertinence opérationnelle. Il peut par exemple relier deux incidents parce qu'ils mentionnent tous les deux le terme ransomware alors qu'ils n'ont strictement rien à voir sur le plan technique. C'est ce qu'on appelle le surapprentissage sémantique. C'est un piège vraiment où il faut vraiment pas tomber dedans et ça va toujours imposer d'avoir des analystes. Au début, vous allez perdre plus de temps. Ce que je voulais partager avec vous, c'est que quand on fait ce genre d'approche, moi je l'ai fait à titre individuel au départ, je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa, on peut gagner du temps. Je récupère des IOC, etc. Vous êtes forcé de lire les rapports. Parce que vous allez avoir un certain nombre d'erreurs, un certain nombre de choses que vous ne comprenez pas. Alors si vous êtes un adepte du CTRL-C, CTRL-V, c'est parfait pour vous. Vous resterez au même niveau, ce que j'appelle d'incompétence. Vous serez un très bon consultant, limite faites de la GRC. Ça c'est pour mon ami Bruno. Mais ne venez pas faire de la réponse à incident. Ne venez pas faire de la CTI. Quand vous faites de la CTI, il ne faut pas oublier que vous êtes la source du renseignement au niveau interne de votre entreprise. Quand vous écrivez quelque chose, vous l'avez vérifié au minimum par 4 paires d'yeux, quoi. Minimum. Et c'est pas parce qu'une LLM va vous sortir un résultat que c'est vrai. Comme moi, j'ai appris ça. Hein. C'est un coup où vous faire éclater contre le mur, mais d'une force assez violente, quoi. Puis surtout, vous allez perdre votre crédibilité. Sauf si vous êtes consultant, cyber-influenceur, et vous faites alerte générale sur le dark Amazon du web, quoi, des trucs comme ça. Mais revenons à notre épisode. Alerte générale 24 heures sur 24. Parlons maintenant des risques. Parce que oui, intégrer des LLM dans une chaîne de production CTI, c'est pas neutre. Il y a vraiment 3 grandes catégories de risques qu'il faut absolument maîtriser. Le premier, on l'a déjà évoqué, c'est l'hallucination. Les LLM sont des modèles probabilistes. Ils génèrent du texte en fonction des probabilités calculées sur des corpus d'entraînement gigantesques. Ils n'ont pas de notion de vérité factuelle. Si vous leur demandez un IOC et que le modèle n'est pas sûr, il va quand même vous en générer un, parce que c'est ce qu'il est entraîné à faire. Compléter une séquence de manière plausible, le problème c'est que plausible ne veut pas dire correct et encore moins factuel. Concrètement, vous allez pouvoir obtenir des hachages inventés, des IP qui n'existent pas dans le rapport, au pire, des attributions erronées. Imaginez qu'un LLM vous dise qu'une campagne est liée à un groupe Lazarus alors qu'elle est en réalité l'œuvre d'un acteur financier sans aucune affiliation connue. Si cette information remonte dans votre TIP et qu'elle est propagée à d'autres équipes ou partenaires, vous allez générer ce qu'on appelle de l'intox CTI. Et dans un contexte de partage de renseignements, l'intox, c'est le pire poison qui se diffuse à une vitesse incroyable. Vous allez créer de la rumeur. Et si vous arrivez devant vos comités de direction, devant les membres du COMEX, devant vos CISO, en tant qu'équipe de réponse à incident, et que vous commencez à lui dire, bah voilà, je sais que c'est Lazarus qui a fait l'attaque, lui, il va vous croire. Il va pas remettre en cause. Vous êtes l'expert, vous êtes entre guillemets, le référent du renseignement. Maintenant, si vous faites que du coup, c'est pour ça que le CTRL-C, CTRL-V avec de l'IA, méfiez-vous. Le deuxième risque, c'est la fuite de données. Si vous utilisez un modèle cloud comme GPT ou Claude via l'API et que vous envoyez au modèle transité par des serveurs d'un fournisseur, vous lui donnez un rapport interne contenant des informations sensibles, des noms de systèmes, des adresses IP internes, des noms d'utilisateurs. Vous exposez potentiellement toutes ces données. Certes, la plupart des fournisseurs garantissent aujourd'hui que les données ne sont pas utilisées pour réentraîner leur modèle. Mais la question de la souveraineté et la maîtrise reste posée, notamment pour des structures régaliennes ou des opérateurs d'importance vitale. C'est pour cette raison que de plus en plus d'équipes de réponse à incidents, ou de CERT, de CSIRT et de SOC, optent pour des modèles locaux. C'est hébergé on-premise. Ce sont des solutions comme LLama 3, Mistral Large ou Falcon, ou même des modèles spécialisés comme Sec LLM, qui permettent d'avoir une maîtrise totale de ces données. C'est une dinguerie, ça marche sur un simple PC. Vous n'avez pas besoin d'avoir des fermes de serveurs. J'en ai testé un, moi, sur un PC, c'est un i7, 16 Go de RAM. Voilà, donc c'est un PC, entre guillemets, sympa, mais c'est pas un tueur. 10e génération, le processeur. Vous voyez, on n'est même pas sur les dernières. Et bien, ça marche du feu de Dieu. Et puis surtout, vous allez lui apprendre
sur le domaine que vous souhaitez le faire travailler. Moi, je l'ai fait travailler sur tout ce qui était le NIST. Donc, tous les référentiels du NIST, j'ai voulu qu'il les apprenne. Il les a appris. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et dès que j'ai besoin d'avoir des informations sur le NIST, le fameux NIST, eh ben, il me les sort. Et je ne fais aucune requête sur Internet. Tout est stocké en local. Et ça marche aussi rapidement qu'un chat GPT, un Claude ou un Gemini quand vous êtes sur Internet. L'avantage, c'est que toutes les requêtes que je fais sur le NIST, je les fais plus sur le site américain. Je le fais en local par rapport aux données que je lui ai apprises et aux référents. L'avantage, c'est que vous gardez tout en interne. Vous pouvez auditer les requêtes. Vous êtes en conformité avec les politiques de sécurité de vos entreprises les plus strictes. Le revers de la médaille, c'est que ces modèles locaux vont nécessiter des ressources matérielles conséquentes dans certains cas, des GPU de calcul et une expertise pour le tuning et la maintenance. Cette semaine, il y a Nvidia qui a mis une machine à disposition que vous pouvez acheter. Vous avez un GPU pour 3500 balles. C'est une boîte, vous posez ça sur votre bureau, c'est un langage d'apprentissage. C'est vraiment pas mal. 3500 €, c'est énorme pour un particulier, mais pour une structure qui fait de la cybersécurité, là je parle de la cybersécurité, mais vous pouvez utiliser l'IA que pour plein de choses que la cybersécurité. Il n'y a pas que la cybersécurité. Mais revenons au troisième risque. Celui-là, il est plus subtil, c'est le biais du modèle. Les LLM sont entraînés sur des corpus textuels qui reflètent l'état de l'art public de la CTI au moment de leur entraînement. Ça signifie qu'ils ont tendance à surreprésenter certains acteurs de menaces très médiatisés, on prend le cas d'APT29 ou Lazarus, et à sous-représenter des groupes moins connus ou émergents. Résultat, si vous utilisez un LLM pour faire de l'attribution, il va y avoir une tendance à biaiser vers des acteurs qu'il connaît bien, même si ce n'est pas forcément la bonne réponse. Dans l'exemple concret, moi je vais vous parler de GPT-4. Pourquoi je vous parle de GPT-4 ? Parce que je me suis aidé avec de l'IA à structurer mon texte. Et je lui ai demandé de me challenger par rapport à ce que j'avais écrit. Et lui s'est appuyé sur son référentiel. Donc là, j'ai utilisé Claude, ChatGPT et Gemini. Bon, les trois, c'est... Comment dirais-je ? Il ne faut pas que je sois trop méchant, mais ils sont pas au niveau, quoi. C'est très bien si vous faites de la présentation pour Madame Michu, mais si vous êtes avec des confrères, des collègues, vous êtes entre je dirais pas expert parce que ça fait un peu trop péjoratif, mais entre sachants, vous allez passer pour un baltringue. Et de la même manière, tous ces modèles peuvent reproduire des stéréotypes géopolitiques présents dans les corpus d'entraînement. Prenons le cas des LLM chinoises, elles ne critiqueront jamais le parti. Donc voilà, c'est ça ce qu'on appelle les stéréotypes. Et par exemple, associer systématiquement certaines techniques d'intrusion à des acteurs étatiques de pays spécifiques, alors que ces techniques sont en réalité largement diffusées, c'est ce que je vous dis depuis le début sur Radio C-Sort, et elles sont utilisées par une multitude d'acteurs. Et pour limiter ces biais, certaines équipes de réponse à incidents entraînent ou font du fine-tuning sur leur modèle, sur leurs propres archives d'incidents. Et c'est ça que c'est une tuerie d'avoir ces LLM en local. Elles vont créer des datasets internes annotés, vont ajuster les poids du modèle pour qu'il soit le plus fidèle possible à leur réalité opérationnelle. Et c'est une approche qui est alors un peu coûteuse au départ, en temps et en ressources, mais c'est la seule. Et je suis vraiment désolé de le dire, là je vais enfoncer une porte ouverte. Pour moi actuellement, c'est la seule manière d'obtenir un modèle vraiment adapté à un contexte spécifique. Le reste, c'est du bullshit. Maintenant que nous avons posé le cadre théorique et les risques, on va passer au cas pratique. Alors comment on va intégrer concrètement une LLM dans un workflow CTI existant ? Si je prends un exemple, je vais prendre OpenCTI, c'est un produit français, hein, mais MISP aussi il le fait très très bien. Hein. Bon, personnellement, je préfère MISP à OpenCTI, mais ça c'est mon choix personnel, que j'assume totalement. Mais dans OpenCTI, c'est l'une des plateformes TIP open source, une des plus utilisées avec MISP. OpenCTI va reposer sur un système de connecteurs qui permet d'intégrer des données depuis diverses sources. Alors ça peut être un MISP, des feeds, Taxi 2, ça peut être API, des API de Threat Intelligence Commercial, et maintenant il y a des LLM qui arrivent. Le connecteur LLM typique fonctionne dans plusieurs étapes. D'abord, il va surveiller une source de rapport, par exemple un flux RSS de bulletins CERT ou un dossier partagé où sont déposés des PDF. Quand un nouveau document arrive, le connecteur le charge éventuellement via un OCR si c'est un scan, puis il l'envoie dans un pipeline Longchain ou l'Alama Index. Dans Longchain, vous pouvez construire une chaîne de traitement qui va découper le document en chunks et passer chaque chunk à un LLM avec une instruction précise pour agréger les résultats. Par exemple, vous pouvez avoir une première étape qui extrait les IOC, une deuxième étape qui fait de l'enregistrement requêtant la base de réputation comme VirusTotal ou Abuse IPDB, ou une troisième étape qui va formater le tout en objet Stix pour une injection dans OpenCTI. L'Alama Index, de son côté, est particulièrement efficace pour créer des index sémantiques sur des gros corpus. Vous pouvez indexer toute votre bibliothèque de rapports CTI
Et ensuite, faire des requêtes en langage naturel du type «Donne-moi tous les rapports mentionnant des campagnes de ransomware ciblant le secteur de la santé en 2024 avec les IOC associés». Le LLM va récupérer les passages pertinents, les synthétiser et vous présenter une réponse structurée avec des sources. C'est une dinguerie, hein. Franchement, quand on voit jusqu'où on peut aller, pour vous, en tant qu'équipe de réponse à incident, vous êtes capable de répondre auprès de vos CISO, de vos DSI ou de vos membres de COMEX en quelques minutes, quoi. Et certaines équipes vont été beaucoup plus loin. Ils ont créé des agents CTI. Alors, un agent, c'est quoi? C'est une LLM qui a accès à des outils. Par exemple, l'agent peut décider d'aller chercher des informations complémentaires sur une IP en interrogeant Shodan et de croiser un hachage avec une base de malware interne ou encore de générer une règle Sigma à partir d'un TTP identifié. Alors, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, vous allez ramer un peu, hein, parce que les agents, ça ne se code pas en 3 lignes de code. L'agent va raisonner étape par étape. Alors, pour qu'il raisonne étape par étape, il va falloir lui indiquer quand même. Il va planifier ses actions, il va adapter sa stratégie en fonction des résultats qu'il obtient, et c'est ce qu'on va appeler le React Pattern pour le Reasoning and Acting. Bien sûr, tout ça, ça reste expérimental. Les agents autonomes sont encore trop imprévisibles pour être déployés en production sans aucune supervision. Mais dans une logique d'assistance à l'analyste, ils sont extrêmement prometteurs. Il faut, le rétexte que je peux vous faire, c'est qu'un agent qui va être dédié si vous vous concentrez sur un groupe d'attaquants, sur une méthodologie, etc., ça marche super bien. Maintenant, si vous voulez faire du généraliste, bah là, il faut avoir des équipes et ça devient très vite très compliqué. Mais quand on reste dans cette logique d'assistance à l'analyste, ils sont vraiment prometteurs. Pour moi, l'idée, c'est de déléguer les tâches répétitives et chronophages à l'agent et de laisser l'humain se concentrer sur l'analyse de fond, la prise de décision stratégique et la validation des hypothèses. Un exemple concret, il y a un CERT français, que je ne peux pas nommer, qui a développé un bot interne qui surveille les fils Twitter de chercheurs en cybersécurité. Quand un tweet contient des IOC ou fait référence à une nouvelle campagne, le bot va extraire l'information, faire une recherche de contexte via un RAG sur la base de connaissances internes, génère un résumé structuré et envoie une notification à l'équipe d'analyse avec un niveau de priorité suggéré. L'analyste va alors décider en quelques clics si l'information mérite un traitement approfondi ou si c'est juste du bruit. Le résultat, c'est que le temps de triage a été divisé par 3. Ça, c'est du rétex. Il y a aussi le fait, commencez petit. Si vous devez mettre votre élément local, soyez toujours humble. Ça demande du temps. Et les technos changent énormément et très rapidement. On ne peut pas parler d'intégration de LLM dans la CTI sans évoquer la validation. Parce que la vraie question, c'est pas est-ce que le LLM extrait des IOC? Est-ce que je peux faire confiance à ce qui a été extrait? Et pour répondre à ça, il y a plusieurs stratégies qui existent. La première, c'est la validation croisée. Vous faites tourner plusieurs modèles différents sur le même document et vous comparez les résultats. Si 3 modèles sur 4 vous donnent la même IP, vous pouvez avoir un niveau de confiance un petit peu plus élevé. À l'inverse, si chaque modèle vous donne un résultat différent, c'est un signal d'alerte. Il y a probablement une ambiguïté dans le texte sur ce qu'il faut lever manuellement. La deuxième stratégie, c'est l'enrichissement automatique. Dès qu'un IOC est extrait, vous le passez immédiatement à des API de réputation. Alors, une API de réputation, c'est une IP qui va être extraite et envoyée à VirusTotal, AbuseIPDB ou Shodan. Si elle revient propre sur toutes les sources, mais que le rapport la décrit comme malveillante, ça peut être suspect. Bon. Dans la vraie vie, il faut aussi voir que VirusTotal comme AbuseIPDB ou Shodan n'ont pas tout. Ce sont pas ils ont énormément d'informations, mais vous pouvez avoir des groupes d'attaquants qui viennent de se constituer, qui ont gardé pendant des années des adresses IP sans aucune utilisation malveillante, et ils décident de l'utiliser. Vous voyez, il faut être très très prudent. Soit le rapport est ancien et l'IP a été réaffecté, soit il y a une erreur d'extraction, soit c'est une IP non encore référencée dans les bases publiques. Ouais, c'est surtout ça. Vous voyez, dans tous les cas, ça va nécessiter une vérification humaine et surtout, les LLM ne vont pas vous permettre de vous appuyer sur des rookies. Je suis désolé, il faut en parler. Parce qu'on a beau dire, on met une LLM, on met un analyste et il vérifie l'info. Mais si vous prenez quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui va l'acquérir, mais qui au début n'a pas d'expérience, c'est un expert de ce que j'appelle CTRL-C, CTRL-V, mettez un LLM directement et gagnez son salaire. Hein. La troisième stratégie, c'est l'audit des prompts et des traces. Vous allez garder une trace de toutes les requêtes envoyées au LLM et des réponses obtenues. Ça permet de faire aussi un post-mortem en cas de faux positif, de comprendre pourquoi le modèle s'est trompé et d'ajuster les instructions pour éviter que ça se reproduise. Certains outils comme Longsmith ou PromptLayer sont spécialisés dans ce genre de monitoring. C'est indispensable. Et enfin, la quatrième stratégie, c'est le scoring de confiance. Vous demandez au LLM d'évaluer lui-même son niveau de certitude. Par exemple, pour chaque IOC extraite, vous lui demandez de vous donner un score entre 0 et 100.
Les IOC avec un score élevé peuvent être injectés automatiquement. Ceux avec un score moyen sont marqués pour validation humaine et ceux avec un score faible sont ignorés ou flagués comme incertains. Ce n'est pas parfait, parce que les LLM ont tendance à être surconfiants. C'est vrai que chaque fois que vous interrogez votre IA, vous avez vu, elle vous dit « tu as parfaitement raison ». Alors il écrit juste du grand n'importe quoi. Mais ça donne une première couche de filtrage. Et puis il y a la règle d'or, qu'on ne répétera jamais assez. Ne jamais pousser en production, sans validation humaine, des IOC critiques. Si vous détectez un IOC, il y a une infrastructure de commande et de contrôle active ou une campagne d'APT ciblant spécifiquement votre secteur, ce n'est pas le moment de faire une confiance aveugle à une IA. Vous validez, vous croisez, vous documentez. Alors, il y a un consensus qui émerge aujourd'hui au sein des communautés de réponse à incidents, que ce soit des CERT ou les équipes DEFIR, ce qu'on appelle les Digital Forensic Incident Response. Et il est important de le souligner. Le LLM n'a pas vocation à remplacer l'analyste, mais à l'augmenter. L'idée de la CTI entièrement automatisée où une IA ingère tous les flux, extrait tous les IOC, fait toutes les corrélations et pousse automatiquement des règles de détection dans les SIEM, aujourd'hui, en 2025, c'est encore un fantasme. C'est un fantasme qui est dangereux. Il y a beaucoup de responsables qui pensent ou de DSI qui disent « ouais, ça va être génial, on va mettre ça, on va mettre une boîte magique, elle va tout faire ». Je suis désolé, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Parce qu'on repose sur une confiance excessive dans cette technologie, qui est vraiment très prometteuse, et une sous-estimation de du complexité du renseignement cyber. Le renseignement, ce n'est pas une question de volume ou de vitesse. C'est aussi une question de jugement, de contextualisation humaine, de compréhension des enjeux métiers, des relations géopolitiques, des dynamiques sectorielles. Un LLM peut vous aider quand une campagne cible le secteur de l'énergie en France, par exemple. Un analyste CTI va lui vous dire que cette campagne active arrive pile au moment où votre organisation négocie un contrat sensible avec un partenaire étranger et que ça change complètement la lecture de la menace. C'est ce qu'on appelle le paradigme Human in the Loop. Le LLM s'occupe des tâches à faible valeur ajoutée. Lecture exhaustive de documents, extraction d'IOC, première passe de corrélation, génération de résumés. L'humain, lui, il va se concentrer sur ce qui nécessite du discernement. La validation des hypothèses, la qualification de la criticité, la prise de décision sur les actions à mener, la communication avec les équipes métiers. Et dans un futur proche, on va voir émerger des plateformes de CTI hybrides. Ce sont des plateformes qui vont intégrer nativement des capacités LLM, mais toujours avec des points de contrôle humains. Et par exemple, un rapport ingéré sera automatiquement résumé, structuré, et des IOC seront proposés. Mais avant toute injection dans le TIP, l'analyste aura un écran de validation où il pourra accepter, rejeter ou modifier chaque IOC avec des explications sur pourquoi le modèle l'a sélectionné. Et une fois validé, l'IOC est enrichi automatiquement via des API et les règles de détection associées sont générées en suggestion. C'est à ce moment-là que l'analyste va valider, il va encore adapter si nécessaire et pousser vers les outils de détection en corrélation avec la menace. C'est un modèle qui demande de repenser les rôles. L'analyse CTI devient en quelque sorte un curator, un valideur de renseignements généré partiellement par des machines. Ça demande de nouvelles compétences, savoir interroger efficacement un LLM, comprendre ses biais, savoir auditer les résultats et surtout garder un esprit critique permanent et connaître le renseignement. Parce qu'à la base, un analyste CTI, il fait du rance. Nous sommes en guerre. Alors, je ne pourrais pas clore ce sujet sans parler de souveraineté. Pour beaucoup d'organisations, notamment dans les secteurs régaliens, la défense, les OIV en France ou encore les infrastructures critiques, utiliser un LLM hébergé chez un cloud provider américain, c'est tout simplement inacceptable sur le plan de la sécurité et de la conformité. Et c'est là qu'interviennent les modèles locaux. Aujourd'hui, il existe une offre de plus en plus mature de LLM open source ou souverains qui peuvent être déployés on-premise. LLama 3 développé par Meta, Mistral Large par Mistral AI en France, Falcon par le TTI aux Émirats ou encore des modèles communautaires comme Vicuna ou Alpaca. Tous ces modèles peuvent être hébergés sur vos propres serveurs, dans vos propres data centers, avec vos propres GPU. Vous gardez la main sur les données, vous pouvez auditer les requêtes et vous n'avez aucune dépendance à un fournisseur externe. L'inconvénient, il y en a toujours, c'est que ça demande des ressources. Un modèle comme LLama 3 en version 70 milliards de paramètres va nécessiter plusieurs GPU à 100 pour tourner de manière fluide. Ça représente un investissement matériel et énergétique non négligeable. Faut pas l'oublier. Mais au-delà de l'infrastructure, il y a aussi la question du fine-tuning. Un modèle généraliste ne sera vraiment jamais aussi efficace qu'un modèle entraîné sur vos propres données. Donc si vous voulez vraiment tirer parti d'un LLM dans votre contexte CTI, il faut prévoir une phase de spécialisation.
Ça implique de constituer un dataset d'entraînement à partir de vos archives d'incidents, de vos rapports internes, de vos bases de connaissances, et de faire tourner ce fameux processus de fine-tuning supervisé. Alors, certaines équipes de réponse à incidents ont déjà franchi ce pas. Ils ont créé ce qu'on pouvait appeler des SecLLM, des Security Focused Large Languages Models. Ces modèles ont été entraînés sur des corpus spécifiques, des rapports de CVE, la base Mitrattack, des archives de malware, des bulletins des certes nationaux. Leurs résultats ils sont beaucoup plus fiables pour extraire des IOC, attribuer des campagnes ou suggérer des TTPs parce qu'ils sont exposés à des milliers d'exemples pertinents, factuels, pendant leur entraînement. Et puis il y a l'angle réglementaire. Avec l'arrivée de l'AI Act en Europe et les futures régulations sur les systèmes à haut risque, la question de la traçabilité et de l'explicabilité des décisions assistées par l'IA va devenir centrale. Quand vous allez prendre une décision, que vous êtes fait aider par un agent de l'IA, il va falloir le faire. Quel que soit votre métier, que vous soyez dans la cybersécurité, que vous soyez dans le business, etc., il va falloir le faire. Et il faudra bien se rendre compte que si un LLM vous suggère de bloquer une IP et que cette décision impacte votre production, votre chiffre d'affaires, que ça peut aussi bloquer une partie de l'économie, il va falloir pouvoir justifier pourquoi cette décision a été prise, sur quelle base, sur quelles données et avec quel niveau de confiance. D'où le fait que CTRL-C, CTRL-V, il faut l'oublier. Ça va pousser aussi les organisations à privilégier des modèles auditables, donc des modèles locaux dont elles vont maîtriser la stack complète. Tant qu'il n'y a pas une amende, tout le monde s'en fout, ils vont continuer à utiliser des IA, je dirais entre guillemets, dans les clouds américains ou chinois, au choix. Mais quand on va arriver qu'un régulateur va dire vous avez utilisé cette IA, cette action a provoqué des baisses de marché, etc., tout ce qui va autour, l'amende c'est 5% de votre chiffre d'affaires, vous allez voir d'un seul coup on va avoir des budgets pour ce genre de choses. Alors pour conclure cette exploration dans cet épisode, qui est très long, je vous le cache pas, mais d'un côté j'avais vraiment envie de le faire cet épisode, parce que je voulais vous partager ces retours d'expérience terrain issus de discussions avec des équipes de réponse à incidents à travers le monde qui ont testé ces technologies. Il y a eu beaucoup d'échecs, mais quelques succès qui sont plutôt sympas. Mais je vais vous parler des écueils. La première chose, c'est la tentative de l'over-automation. On a des certes qui sont décidés de faire vraiment de l'automatisation leur live model, leur modèle économique. Plusieurs équipes ont commencé pour vouloir tout automatiser d'un coup. Alors le résultat, elles se sont retrouvées noyées sous les faux positifs, avec des analyses qui passaient plus de temps à corriger les erreurs du LLM qu'à faire de l'analyse. La leçon qui est retenue, c'est qu'il faut y aller progressivement. On commence par un use case simple, bien cadré, avec une validation humaine stricte. Par exemple, vous pouvez automatiser l'extraction d'IOC sur une seule source de confiance, comme les bulletins du CERT-FR. Une fois que ça tourne bien, vous élargissez. La deuxième écueil, c'est le manque de documentation des prompts. C'est l'or noir. Ça, c'est vraiment le côté. C'est les vendeurs de pelles. C'est comme pendant la ruée vers l'or. Ceux qui ont fait fortune, c'est pas les gens qui ont été chercher de l'or. C'est le mec qui vend les pelles. Et les prompts, ce sont les pelles. Les prompts, ce sont toutes les instructions que vous donnez au LLM. C'est du code. Et comme tout code, ça doit être versionné, documenté, testé. Plusieurs équipes ont perdu du temps parce qu'elles modifiaient leurs prompts au fil de l'eau sans garder de traces. Et du coup, impossible de comprendre pourquoi les résultats avaient changé entre deux versions. Utilisez un système de gestion de prompts. Testez vos modifications sur un dataset de validation avant de les pousser en prod. Ça s'appelle de l'informatique, pour ceux qui auraient oublié. On fait de l'homol, de la pré-prod, de la prod. Et on fait même de la recette, entre-temps. Troisième écueil, l'illusion de la compréhension. Parce qu'un LLM va générer un texte fluide et bien formulé, on a tendance à surestimer sa compréhension réelle du domaine. Il peut vous sortir une explication technique impeccable sur un malware, mais si vous creusez, vous réalisez que c'est une synthèse de passages qu'il a vu pendant son entraînement. C'est pas une vraie analyse. Donc méfiez-vous des explications trop belles, trop parfaites. Croisez toujours avec des sources humaines vérifiées. Et la quatrième écueil, c'est quand on néglige le feedback du loop. Un LLM, ça s'améliore avec le temps, à condition de lui fournir du feedback. Si vous détectez une erreur, documentez-la, utilisez-la pour affiner vos prompts ou pour réentraîner votre modèle. Et certaines plateformes proposent des mécanismes de reinforcement learning from human feedback, où les corrections des analystes sont réinjectées pour améliorer le modèle. C'est un investissement, c'est du long terme, mais ça paie à la fin. Et enfin, le dernier écueil, c'est la sous-estimation de la courbe d'apprentissage de l'équipe pour intégrer des LLM sur une chaîne CTI. C'est pas de brancher juste une API. Ça demande de former vos analystes, de les sensibiliser aux biais, de leur apprendre à interroger efficacement un modèle, à interpréter des résultats audités. Et si vous ne prévoyez pas ce volet de formation,
vous allez droit dans le mur. Ne faites pas le projet, ça sert à rien. Vous allez perdre de l'argent. Alors nous arrivons au terme de cet épisode. Alors qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça ? Que les grands modèles de langage représentent vraiment une avancée majeure pour la Cyber Threat Intelligence. Ils peuvent significativement accélérer l'extraction d'IOC, améliorer la corrélation d'informations dispersées, assister les analystes dans leur travail de veille tactique, mais surtout, les gains en termes de rapidité de couverture sont réels et très bien documentés aujourd'hui. Mais, et c'est un mais de taille, ces technologies ne sont pas une solution miracle. Elles comportent des risques d'hallucination, de fuite de données, et bien qu'il fasse absolument maîtriser, elles nécessitent des infrastructures adaptées, des compétences spécifiques et surtout un cadre de validation rigoureux. Le consensus actuel est clair. Le LLM ne va pas remplacer l'analyste, il va augmenter celui-ci. Le futur de la CTI, ça va être une collaboration homme-machine où chacun apporte ses forces. Alors là, vous allez me dire, c'est bon, le gars, il est en train de nous enfoncer des portes ouvertes. C'est pas tout à fait ça. Le LLM, pour la rapidité, l'exhaustivité ou le traitement des volumes, il est au top. L'humain, il est indispensable pour le discernement, la contextualisation et la décision. Les LLM aujourd'hui ne savent pas le faire. Et dans les années qui viennent, nous allons voir émerger des plateformes de nouvelle génération. C'est juste une question de temps. Regardez ce qu'en 2 ans, ce qu'on a pu voir avec l'IA, ça va intégrer nativement des capacités d'IA, mais toujours avec l'humain au centre. Les plateformes où les LLM résument, extraient, suggèrent, mais où les analystes valident, enrichissent et décident, ce sont eux les game changers. Et pour y arriver, il va falloir investir. Il va falloir mettre du pognon sur la table. C'est investir dans la formation, dans l'infrastructure, dans la R&D. Il va falloir expérimenter, se tromper. Important, il y aura des échecs. Apprendre et itérer. Mais pour les organisations qui sauront naviguer cette transition, le gain sera plus que substantiel. Une CTI qui est rapide, précise et surtout mieux armée face à l'inflation continue des menaces cyber, ce sont eux qui vont être les game changers de l'entreprise. Et voilà, cet épisode du dimanche 19 octobre se termine. J'espère que celui-ci vous aura donné des clés de lecture et des pistes concrètes si vous envisagez d'intégrer ces technologies dans vos équipes de réponse à incidents. N'hésitez pas à nous faire vos retours ou à partager vos expériences sur le répondeur de Radio CSERT au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Et pour les plus timides, sur radiocessort@gmail.com, je répondrai à toutes vos questions et en toute transparence. Surtout, pensez à rester critique et rigoureux dans vos approches. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas. On patch les environnements actuels. Je vous embrasse très fort. À demain.